Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Avec 19h, le live ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Merci messieurs d'être avec nous. Alors bien évidemment, ce soir on voulait vous interroger sur l'actualité aussi sanitaire autour du foot et du hand. Mais on va parler bien évidemment des clubs respectifs qui nous intéressent dans le département du Gard. La première question peut-être pour vous Bernard, déjà, vous êtes l'ex-entraîneur du Nîmes Olympique. Et puis on a envie de le savoir, comment ça va ? Et qu'est-ce que vous faites à présent de vos journées ? Bien. J'ai récupéré. Maintenant, je fais du sport le matin. Je m'occupe l'après-midi. Je participe. Je suis assez actif dans certaines associations, sportives ou non. Et voilà. Donc, je suis encore énormément le football, évidemment. Mais pour l'instant, tout va bien. Vous jouez au tennis et vous filez un petit coup de main aux jeunes au club de Lunel, c'est ça ? Oui, je joue au tennis depuis longtemps. Ouais, c'est un sport que j'aime bien. Je pratique un petit peu à mon niveau, un petit niveau. Mais j'aime bien, donc ça, je continue. Je joue un peu plus même que quand j'étais entraîneur. Oui, et puis j'entraîne les petits du Gallia Club de Lunel, les U7, les tout petits. Ça se passe bien ? Oui, je me régale cet après-midi. Voilà, il y avait une séance, je me suis régalé. Bon, et j'espère que les petits se régalent. Bon, je passe aussi, il n'y a pas de raison. On imagine que vous suivez évidemment encore la Ligue 1 et les matchs du Nîmes Olympique. Quel regard vous portez sur le début de saison des Crocos ? Là, je pourrais parler peut-être un peu longtemps. Donc, je pense qu'ils ont fait un bon début de saison. On pouvait être très rassuré par leur début de saison. On peut être un peu plus inquiet sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est un mauvais passage ? Est-ce qu'ils vont rebondir ? C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Mais il va falloir s'accrocher. De toute façon, ça va être difficile. Il y a des équipes qui sont encore derrière eux, 4 équipes encore derrière, donc il n'y a pas le feu au lac. Mais il va falloir prendre des points dans les matchs à venir. Une configuration, Bernard, qui ressemble un peu à celle qu'on a vécue l'année dernière sur la première partie de saison où ça a été quand même difficile. On peut comparer les deux, mais même si les raisons sont dernière, peut-être pas forcément les mêmes. Je rappelle que l'année dernière, on avait perdu 16 joueurs, on avait recruté 5 joueurs avant la reprise du championnat, on était très handicapés. Je sais pas, il y a eu les blessures aussi. Jérôme cherche l'équipe type peut-être, il change beaucoup. Pour l'instant, il n'a pas trouvé son équipe type, je pense. Et c'est difficile. Donc, dans le jeu, l'équipe va avoir du mal à avoir un collectif cohérent. Voilà, faut travailler, il faut bosser, il faut qu'une équipe se dégage aussi, je pense. Il y a eu un bon recrutement. Je veux dire qu'il y a eu une bonne première partie de recrutement. L'arrivée de Méling, de Koubas, de René, ça a été une réussite. Je pense que c'est une réussite, même si Méling n'a pas beaucoup joué. La deuxième fournée du recrutement, pour l'instant, n'a pas montré, n'a pas montré qu'elle pouvait renforcer l'équipe. Donc, un recrutement par mi-figue, mi-raisin, bon au début, peut-être un peu moins bon à la fin, jusqu'à présent. Mais dans ce que produit aujourd'hui le groupe sur le terrain, est-ce que, selon vous, il y a des motifs d'inquiétude pour cette saison ? Je vais dire oui, mais on peut être inquiet avant le début de saison, de toute façon. Quand on est Nîmes Olympique, on sait que ça va être difficile dès le départ. Moi, personnellement, j'étais assez confiant en début de saison. Je suis un peu plus inquiet aujourd'hui parce que dans certains domaines, on ne voit pas de progrès. Mais je sais qu'il y a des difficultés par rapport aux blessures, par rapport au Covid, l'absence de Briançon, de Méling, sont quand même des joueurs très très importants dans l'équipe. Et lorsqu'il va récupérer tout son effectif, je pense qu'il y a de quoi s'en sortir. À quel domaine vous pensez ? Où on ne voit pas de progrès Je vois que, et à juste titre, que Jérôme s'est reconcentré sur le travail défensif parce que c'est ce qui rassure le plus quand on est en difficulté. Mais le jeu proposé offensivement est très moyen en ce moment. On se crée très peu d'occasions de but. On n'en marque pas beaucoup, évidemment. Et donc là, je dis que dans ce sens-là, ça rejoint un petit peu la même période l'année dernière. Avant l'arrivée de Benraou et de Roux à Noël, on était un peu dans la même difficulté. C'est-à-dire qu'on avait du mal à se créer des occasions et à marquer des buts.
On parle des résultats de Nîmes Olympique, on va parler aussi de ceux de l'USAM qui a joué beaucoup de matchs ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes satisfait, Franck, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir en championnat? Vous n'êtes pas loin du podium et en Coupe d'Europe avec ces 3 victoires en 5 matchs. Bon, on est en cours dans les 2 compétitions. On a eu des résultats, je pense, un petit peu irréguliers sur la première partie de saison. Je pense aux résultats notamment contre Créteil à domicile. Mais je trouve que l'équipe elle progresse, notamment en Coupe d'Europe. Les 2 derniers résultats sont vraiment très bons et surtout les productions sont vraiment très bonnes. On a vu 2 matchs complets, 2 matchs complètement différents contre une grosse écurie européenne qui était l'année dernière dans une poule de Champions League, comme d'ailleurs la plupart des équipes qui forment cette poule en EHF. Donc on a une poule très dense, très compliquée en Coupe d'Europe, et on a un championnat qui est lui aussi très dense avec des équipes qui, on l'a vu notamment à Aix, sont de plus en plus fortes d'année en année. Donc je trouve que la situation sanitaire a fait que c'était un peu chaotique dans l'organisation, dans la façon dont on a dû s'entraîner, appréhender la saison. On a plutôt pas mal démarré avec une victoire pour la première rencontre contre Limoges. Et puis après, ça a été un peu plus difficile à installer avec les absents, les blessés, et puis peut-être la capacité qu'on a eue et qu'on a aujourd'hui d'installer notre jeu, on n'a peut-être pas eu tout de suite dans le championnat. Peut-être effectivement, c'est une des interrogations. Si on prend que la semaine dernière, entre effectivement le match contre Aix et puis le match d'hier soir en Coupe d'Europe, est-ce que finalement les joueurs ne sont pas plus motivés de jouer une Coupe d'Europe que de jouer le championnat, déjà ? Je pense pas. Sincèrement, le match à Aix... mais ça pourrait être naturel. Aix nous a été supérieur. Voilà, c'est une équipe qui était dans la configuration dans laquelle on était, c'est-à-dire avec des absents, avec l'enchaînement des matchs. Nous, on a joué beaucoup de matchs dans un laps de temps très court. Aix venait de jouer son 7e match depuis le début de la saison, donc il y avait beaucoup de fraîcheur, je pense, chez eux. Beaucoup peut-être plus d'envie, de fin immédiate, alors que nous on était dans un rythme de match tous les 3 jours. Donc ils nous ont dominés physiquement, ils nous ont dominés dans l'intensité. Ça a été ce jour-là, et je pense dans les moyens à la fois sportifs et économiques, une meilleure équipe que nous sur cette rencontre. Il y avait pas photo. Maintenant, est-ce qu'il y a 13 buts d'écart entre les 2 équipes ? Je ne pense pas. C'est vrai qu'à un moment donné, on a plus pensé à la Coupe d'Europe qu'au résultat brut sur le match, mais le match était déjà perdu et je pense que ça a été mais est-ce légitime. que cet enchaînement, comme vous le disiez, est-ce que c'est pas finalement le symptôme aussi de fatigue chez les joueurs et que c'est difficile de venir jouer tous les 3 jours pratiquement et d'être toujours aussi mobilisé ? On en parlait avec Bernard avant de commencer ce plateau. C'est vrai que l'usure, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Et se remettre dans le bain tous les 3 jours, et on sait que c'est très énergivore le jeu et le caractère de l'USAM. Donc il y a eu, oui, ce manque d'agressivité naturelle à Aix-en-Provence. Maintenant, on voit bien qu'on a su le retrouver quelques jours après contre Lisbonne. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on va bien terminer contre Saint-Raphaël samedi, parce que c'est un match très important dans la course à l'Europe. Et puis c'est aussi un match très important dans l'histoire récente de l'USAM, parce que j'ai encore en souvenir le match à Saint-Raphaël de la saison passée. Et je crois savoir que beaucoup de joueurs l'ont aussi dans la tête. Surtout qu'il faut rappeler, Franck utilisait le mot chaotique. C'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de cas de Covid. Il y a eu un cluster dans l'équipe qui a fait que vous avez dû mettre les joueurs à l'isolement, reporter des matchs, des blessés, en plus toujours 4-5 blessés. Comment vous, en tant qu'entraîneur, en plus à jouer sur 2 tableaux, vous l'avez déjà fait un petit peu l'année dernière, mais autant c'est un peu nouveau. Comment on gère quand on est coach ? Des fois on se dit, voilà, il manque plein de joueurs, on prend des jeunes du centre de formation. Comment vous avez géré ? C'est difficile. Alors on le fait à la semaine, en fonction des tests et des résultats Covid. On vit en attendant les résultats du test PCR, en se disant est-ce qu'on va pouvoir jouer, est-ce qu'on va pouvoir disposer de tout le monde. On a la chance d'avoir un centre de formation sur lequel on peut s'appuyer avec des gamins qui s'entraînent et qui ont fait quelques apparitions très positives avec nous. Je pense à Damien Gibernon, à Lou de Risbourg, à Louis Goisé qui ont répondu présent chaque fois qu'on a fait appel à eux. Donc c'est une des forces de l'USAM de pouvoir proposer des jeunes joueurs comme ça qui sont capables tout de suite de relever le défi, au moins dans l'intensité et dans les intentions. Et puis on a aussi la chance d'avoir un caractère fort. Jérôme Chauvet dit souvent l'institution est plus forte que le joueur. Et on a cette capacité justement à rendre l'institution forte
et à ce qu'elle projette une image positive chez tous les joueurs qui sont chez nous, les jeunes comme les plus anciens, et à pouvoir s'investir de manière vraiment très positive. Je pense à l'enchaînement Chambéry-Préchoff, qui a été un enchaînement très difficile avec peu de joueurs professionnels, mais dans lesquels les pros sont investis à 200%. Le staff, qui était lui aussi décimé, s'est investi à 200%, et les jeunes ont pu avoir une part prépondérante dans cet enchaînement-là. Corentin le disait fort justement, effectivement, sur le sujet, bien évidemment, de la crise sanitaire et du Covid. Jérôme Arpinon, qui était sur notre plateau il y a quelques semaines, disait aussi que l'absence des supporters, particulièrement à Nîmes, où il y a un vrai attachement au foot, au hand, finalement, ça joue aussi dans l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que, à la différence de l'année dernière, vous le ressentez ça aussi ? Moi, je tire un coup de chapeau vraiment aux joueurs, parce que c'est le passage de la jauge à 1500 au huis clos a été très difficile à vivre, et surtout quand on est à l'USAM. David Tévy me rappelait que c'est le Parnasse infernal. Quand il y a 3500 personnes qui hurlent, Bernal a déjà vécu ce genre de match. On n'a pas vécu le derby contre Montpellier de la même façon. On n'a pas vécu le match contre le PSG de la même façon. On n'a pas vécu notre entrée en Coupe d'Europe de la même façon, puisqu'il n'y avait pas de public. Et je pense qu'il y a des matchs, je pense à Kristianstad, je pense à PSG, qui auraient pu peut-être se dérouler d'une façon différente si on avait eu l'appui de nos supporters. Et c'est important d'avoir l'appui de nos supporters, le Green Cop, toute une salle qui bouge, nos partenaires, que ça soit privé comme institutionnel. C'est une salle qui vit, c'est une salle qui donne envie, et qui donne envie particulièrement aux joueurs de l'USAM. Alors c'est vrai que c'est un manque, et on pense très fort à eux à chaque fois qu'on met le maillot et qu'on sait qu'ils sont derrière leurs écrans, et on espère surtout les revoir bientôt, parce que c'est vrai que ça dénature un petit peu la compétition, mais je crois qu'il fallait jouer, c'était une des priorités, et on essaye de le faire avec le plus de cœur possible. Bernard, vous avez connu les Costières pleins à craquer pendant des années, voilà, qui aident à ce supplément d'âme à gagner un match à la fin. C'est bizarre, voilà, de voir les Costières vides. Sûrement, j'ai pas vécu, de voir la télé. Sûrement, je me pose beaucoup de questions là-dessus, et j'ai interrogé Franck, j'interroge les coachs en général, comment ils vivent ça, comment les joueurs vivent ça. Ça doit être très très frustrant de jouer sans public, handicapant quand on joue à domicile, notamment à Nîmes pour l'USAM, même, et pour le Nîmes Olympique, parce qu'on sait que le public à Nîmes apporte beaucoup, mais il y a d'autres endroits, Strasbourg, à Lens, à Saint-Étienne, ces publics, tous ces publics fervents qui sont derrière leur équipe, ça doit manquer. Je ne sais pas comment je le vivrais si ça devait m'arriver, mais ça doit être difficile pour les joueurs, parce qu'il manque quelque chose. On joue d'abord pour soi, pour gagner, pour le public. Le public est très très important. On joue d'abord pour le public. Ça change une chose, c'est qu'on entend tout ce que disent les coachs. Et oui. Et que c'est même les conneries qu'ils peuvent dire des fois. Et surtout les bêtises. Donc c'est vrai que c'est la configuration huis clos, elle permet d'entendre tout ce qui se passe sur le terrain, en dehors, d'avoir des échanges plus faciles avec les joueurs, mais du coup d'être aussi plus audible pour tout le monde. T'es obligé de te retenir ou quoi ? On est obligé de faire attention. Et un coach qu'on entend évidemment, c'est Jérôme Arpinon, votre successeur, qui a une voix qui porte. On sait que vous êtes resté proche de lui. Oui. Quel regard vous portez sur ses débuts au Nîmes Olympique ? Je suis forcément ses déclarations, je suis forcément dans le jeu de son équipe, parce que c'est quand même ça le plus important. Je pense qu'il fait ce qu'il sait faire, il est dans son rôle, il reste calme. J'avais beaucoup insisté là-dessus. Vous échangez encore ? Vous échangez ? Oui, on arrive pas tous les 8 jours, mais la dernière fois que j'ai vu, c'était peut-être il y a 15 jours, 3 semaines. Je crois que c'était après le match d'Angers. C'est moi qui l'avais appelé à ce moment-là. On a quelques contacts. Maintenant, il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Mais vous lui permettez de donner quelques conseils ? S'il a besoin de conseils, je lui en donne. Mais bon, il est assez grand et il est compétent, je trouve qu'en tout cas, il se maîtrise bien, il a bien endossé le maillot d'entraîneur, et il se débrouille bien. Bon, après, ce sont les résultats qui vont décider de sa réussite ou non. Justement, par rapport au dernier résultat, qui était plutôt négatif, il a été l'objet de vives critiques sur les réseaux. Est-ce que vous trouvez que les supporters sont trop exigeants avec un entraîneur qui débute, Bernard ? Mais les supporters sont toujours excessifs dans un sens ou dans l'autre. C'est comme ça, c'est la règle. Tous les entraîneurs, regardez, tous les entraîneurs des 6 ou 7 derniers du championnat de Ligue 1 sont tous en ce moment virés ou discutés. Tous.
Donc il y a ceux qui ont déjà été virés, il y a ceux qui vont peut-être pas tarder à l'être. Donc tous les entraîneurs mal classés sont discutés. Faut l'accepter, c'est comme ça. Que ça vienne d'une poignée de supporters ou que ça vienne de son président, peu importe. Mais c'est la règle, et il faut gagner, sinon vous laissez votre place, c'est comme ça. Maintenant, il n'y a pas le feu au lac, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 équipes classées derrière Nîmes Olympique. Nîmes Olympique a le plus petit budget du championnat, donc voilà, il n'y a pas le feu. La situation est difficile et inquiétante, mais pas insurmontable. Pas insurmontable. Voilà, le match de Lorient va être important, mais il y en aura d'autres des matchs derrière. Il reste beaucoup de matchs. Est-ce que quand on est un jeune entraîneur, c'est pas encore plus difficile, et encore plus quand on est Nîmois, parce que Jérôme Arpinon a revendiqué à plusieurs reprises qu'il était Nîmois. Est-ce que c'est pas encore plus difficile de se prendre ces critiques-là des supporters? Je pense qu'il est très, je l'avais dit à Jérôme, je lui ai dit plusieurs fois, il est très 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 difficile d'entraîner dans sa ville, dans le club de sa ville. Voilà. Moi, j'habite pas très loin, il y a longtemps que je suis ici, c'était déjà difficile d'entraîner à Nîmes. Quand j'étais à Tours, c'était beaucoup plus facile. Donc Jérôme, c'est encore pire parce que lui, c'est un pur Nîmois, il habite à Nîmes, il est en permanence confronté aux supporters, aux gens de Nîmes, je suppose. Donc c'est encore plus difficile, oui, certainement. Bernard, on a un petit message pour vous d'un de vos anciens joueurs du Nîmes Olympique qui a voulu vous dire un petit mot sympa, on va écouter. Surtout un remerciement, voilà, je sais que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et toutes les valeurs et tout ce qui m'a inculqué, je le remercie encore et je lui souhaite bon courage pour sa vie future et j'ai hâte qu'on aille manger un bon restaurant ensemble. Voilà, c'était Gaëtan Paquez, le défenseur nîmois qui attend que les restaurants rouvrent. Et alors, il y a d'autres joueurs, hein. Il y a Renaud Ripard, je crois aussi, et Anto Briançon qui doivent aller manger au resto avec vous. Il y a quelques joueurs, on doit se faire un petit restaurant, oui, j'espère bientôt. Pareil, vous avez des petits contacts avec eux? Oui, avec certains joueurs, j'ai des contacts, voilà, mais pas qu'à Nîmes, hein, ailleurs aussi. Mais ça fait plaisir de les avoir, oui, bien sûr, parce que on a vécu 4-5 années ensemble fortes, voilà, très très fortes. Peut-être un mot avec Franck aussi, sur son expérience d'entraîneur de l'USAM. Est-ce qu'avec l'expérience, finalement, on prend les choses peut-être avec plus de distance? Est-ce qu'on est moins attaché aux critiques? Ou est-ce que ça reste quand même important, malgré tout? Positive ou négative, hein? Franchement, moi, ce qui m'importe, c'est le regard des joueurs chaque fois que je suis à l'entraînement. C'est celui-là qui est le plus important. Alors oui, il y a, comme le disait Bernard, il y a les critiques des supporters, il y a les réseaux sociaux sur lesquels il se passe beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. J'en tiens pas compte. C'est pas les avis qui me construisent et qui m'importent. Ce qui m'importe, c'est la confiance de mon président. Ce qui m'importe, c'est la relation que j'ai avec les joueurs. Et ce qui m'importe, c'est aussi la relation que j'ai avec mon staff. Parce que ce sont des relations de confiance. Moi, je pense qu'on fait ça, et Bernard, on a cette fibre-là. On fait ça par amour de l'être humain, par amour de la relation qu'on a avec les joueurs. Et avoir des joueurs qui l'appellent alors qu'il les entraîne plus depuis 4 ou 5 ans, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors ça veut pas dire qu'il se passe toujours quelque chose avec tout le monde, mais qu'on essaye dans toute la relation, au moins, d'être le plus honnête possible. Moi, c'est ce qui me guide, d'être honnête avec les joueurs tous les jours, chaque fois qu'il y a entraînement, chaque fois qu'il y a une compo et chaque fois qu'il y a une décision qui est prise. Vous êtes tous les deux emblématiques, je le disais tout à l'heure, au niveau olympique et à l'USAM, parce que vous êtes synonyme de réussite. Vous avez, Franck, pour vous, fait progresser très largement ramener l'USAM en Europe. L'Europe et puis les premières places dans le championnat d'élite. Et Bernard, bien évidemment, on ne va pas le rappeler, mais on est la montée en Ligue 1. On est resté de très longues années dans des championnats plus secondaires et on a retrouvé l'élite et on y est. Est-ce que finalement, la difficulté, c'est pas vous, c'est ceux qui vous succèdent? Et est-ce que c'est pas encore plus difficile quand il y a eu un entraîneur avec du succès? Et c'est pareil pour Franck. Demain, vous serez probablement remplacé le plus tard possible, bien évidemment. Mais est-ce que ça sera Est-ce que ça sera? Il y a un contrat jusqu'en 2023. Ouais, mais est-ce que c'est pas difficile de passer après des entraîneurs qui ont été dans la réussite?
Je ne sais pas. Moi, Vous l'avez peut-être vécu par ailleurs vous-même dans vos expériences, être passé après des Il y a d'autres entraîneurs. critères à prendre en compte. Moi, j'ai succédé à Jérôme Chauvet, qui est quelqu'un d'emblématique à l'intérieur du club. Mais je rejoins Bernard sur le fait que c'est Jérôme qui est allé me chercher, et il est allé me chercher parce que j'étais pas Nîmois. Et qu'il est certainement plus facile de réussir à Nîmes quand on n'est pas Nîmois. Je sais que Jérôme a eu quelquefois des difficultés, parce que lui aussi il était dans la situation du Jérôme Arpinon du Nîmes Olympique. Donc écoutez, je vais vous dire que j'espère que ça sera très difficile pour celui qui me succédera, parce que ça sera synonyme de réussite pour l'USAM. Voilà. Tout dépend de ce qu'on laisse derrière aussi. Ouais. Tout dépend dans quelles conditions. C'est peut-être un peu différent pour vous, parce que dans Jérôme quelles Arpinon conditions a on été part, avec mais vous pendant si- quelques si- années. Si Franck reste 10 ans de plus au club, et que le club est champion de France, et qu'il laisse un centre de formation nickel derrière, un club financièrement costaud, c'est quand même plus facile que s'il laisse un club qui est à la rue, qui n'a plus d'argent, qui n'a pas de centre de formation, qui n'a plus de joueurs, qui n'a plus de président, comme ça peut arriver des fois. Donc, les conditions de la succession, bien sûr que la réussite, plus un entraîneur réussit, plus c'est difficile derrière, peut-être, mais c'est surtout les conditions dans lesquelles vous laissez le club, quoi, ou un président laisse un club. Moi, je suis parti de Tours, par exemple. Le président vendait le club à des personnes pas très fiables. Et derrière, tout s'est cassé la figure. Donc là, c'est pas une question d'entraîneur. Une dernière. L'entraîneur, c'est un des maillons de la chaîne. Voilà, c'est encore une fois, c'est l'institution qui est importante, son image et la façon dont elle vit, dont elle respire. C'est ce qui est important. Nous, on est là pour la faire vivre, pour faire vivre une équipe, pour faire vivre une image et la rendre la plus dynamique et la plus forte possible. Moi, j'aime à dire que l'équipe de l'USAM, elle a du caractère. C'est ce qui me traverse, c'est ce qui me transporte quand je parle aux joueurs et quand on a envie de leur transmettre quelque chose. Et ce club, il a cette facette-là. Il dégage un caractère qui est un caractère particulier, comme le Nîmes Olympique, dégage quelque chose de particulier. Et nous, on est des passeurs. Hein. On fait que passer, on est éphémère, on essaie de passer l'état d'esprit, le courage, tout ce que dégage le club et la ville. Et on l'espère de faire de la manière le plus positive possible. Une dernière question, Corentin. Bernard voulait réagir. Si l'institution est forte, les joueurs passent, les entraîneurs passent, les résultats restent. Je vais prendre au niveau du foot, encore une fois, mais sûrement au courant c'est pareil. Si on prend le Bayern, on a mis 20 ans à remonter en Ligue 1 et on a mis 20 ans à retrouver la Coupe d'Europe. Donc, si on prend des clubs, des grands clubs français, ou on va prendre le Bayern de Munich, un club européen, les entraîneurs changent, les joueurs changent, mais le statut du club reste parce que l'institution est plus forte que tout. C'est sûr. Voilà. Et c'est ce qu'on a malheureusement pas beaucoup dans les clubs de foot français. Une dernière question pour finir cette interview pour vous, Bernard. Les U7 de l'UNEL, c'est bien, mais est-ce que vous n'avez pas envie de retrouver un banc de Ligue 1 pour 2021 ? Vous avez refusé Toulouse et Dijon ? Oui, pour l'instant Si non. on poursuit avec les U7 de l'UNEL, dans 13 ans peut-être. Non, mais ça c'est par plaisir. Et puis je renvoie la balle aussi à des copains qui s'occupent d'un club. Et puis c'était mon premier club où j'étais entraîneur, donc il y a plein de raisons. Bien sûr. Donc, C'est juste à côté de chez moi. Vous étudiez bien les offres, puisque vous en avez eu 2 en Ligue 1, en Ligue 2, vous avez refusé. Mais est-ce qu'on va vous revoir sur un banc ? Oui, j'ai eu 2 propositions de Ligue 1 que j'ai refusées, dont une il n'y a pas très très longtemps, parce que je me sentais pas l'envie d'y aller, tout simplement. Voilà. En tout cas, on peut vous revoir un jour sur un banc. C'est l'heure de la retraite. Je peux pas dire, j'ai tendance à dire non, mais sait-on jamais. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec Merci nous à vous, ce c'est un soir. plaisir. Merci. Merci beaucoup, Bernard Blacard. Merci beaucoup, Franck Maurice, d'avoir été sur le plateau ce soir.